Il avançait depuis toujours avec cette pudeur étrange des artistes qui n'ont jamais su se raconter. Jeff Beck, discrète, insaisissable, presque réfractaire à l'idée de se livrer, mais aujourd'hui, à 78 ans, il accepte enfin d'ouvrir une brèche minuscule, fragile, dans laquelle on devine des années de silence, de fidélité, et cette gratitude qu'il n'a presque jamais formulée. Johnny, il m'a aidé plus que je ne l'avais compris. Sa voix est basse, presque retenue, comme si nommer l'autre. Johnny Depp revenait à exposer une part de lui qu'il avait longtemps protégée. Entre eux, il n'y avait pas de pacte écrit, ni de promesse formelle. Seulement une compréhension instinctive, un langage parallèle, celui de la musique. Celui des êtres qui se reconnaissent avant même de s'expliquer. Jeff Beck n'a jamais été un homme de grand discours. On l'a souvent décrit comme un virtuose félin, un esprit libre, un guitariste qui préférait le son aux mots, les cordes aux anecdotes. Mais derrière cette réputation d'homme réservé se cachait une autre vérité. Des années où la création avait cessé de lui répondre. Une lassitude profonde, une sorte d'usure. Je ne savais plus où j'allais. Cette confession, il l'a faite aujourd'hui. Alors qu'il regarde en arrière non pas pour s'excuser, mais pour comprendre. Car si le public a souvent vu leur amitié comme une curiosité, un duo improbable entre un guitare héros légendaire et un acteur hollywoodien devenu musicien, Jeff Beck, lui, y voyait tout autre chose, un fil tendu au-dessus du vide. Johnny Depp, dans ces années-là, traversait lui aussi ses propres orages, des tempêtes médiatiques, un visage traqué, une voix qu'on lui coupait partout sauf dans les studios où Beck l'avait invité. Londres, Sussex, n'importe où tant que la musique reprenait ses droits. Et c'est là, dans cette parenthèse à l'abri du bruit du monde, qu'un lien s'est noué, un lien qui n'avait rien du folklore des amitiés de célébrités. Jeff Beck ne parle pas de sauvetage comme d'un geste héroïque, il parle d'un souffle repris, d'une porte qui s'est entr'ouverte quand tout semblait figé. Il m'a ramené vers l'envie. Ce sont ces mots, simples, sans effet, sans posture. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi révéler cette histoire aujourd'hui, à cet âge où l'on trie plus qu'on ne raconte ? Parce qu'il sait que le temps n'offre pas toujours une deuxième occasion, parce qu'il comprend que Johnny Depp a lui aussi payé le prix du silence. Et parce que, peut-être, la musique que les deux hommes ont partagée ne lui appartient plus vraiment. Elle doit être confiée, transmise, expliquée. Il accepte donc de dire ce qu'il avait gardé pour lui, comment une rencontre qu'on croyait anecdotique a infléchi sa trajectoire, comment une collaboration presque improvisée est devenue un refuge, comment Johnny Depp, derrière les scandales et les caricatures, a offert quelque chose de plus rare, de la présence. Une présence patiente, sans jugement, sans stratégie. Mais que s'est-il vraiment passé entre ces deux artistes venus d'univers si éloignés ? Comment une amitié inattendue a-t-elle pu renaître au milieu des crises personnelles ? Et surtout, quel est ce lien musical que Jeff Beck considère désormais comme ce qui l'a sauvé ? Il disait souvent qu'il n'attendait plus rien des rencontres. À ce moment-là de sa vie, Jeff Beck vivait entouré de musiciens, de techniciens, de collaborateurs de passage, mais plus rien ne surprenait vraiment. Jusqu'au jour où un ami commun lui glisse cette phrase, presque anodine. « Johnny aimerait passer te voir. Il dit qu'il a besoin de jouer un peu. » Jeff Beck n'avait pas compris tout de suite. Johnny Depp, l'acteur. Il n'était pas du genre à s'enthousiasmer pour les célébrités, encore moins celles qui se retrouvent soudain attirées par la musique. Il avait déjà vu ça. Quelques accords de guitare, un selfie, puis plus rien. Mais l'ami insiste. « Non, Jeff, tu devrais le rencontrer. Il traverse une zone sombre, la musique lui sert d'oxygène, et je crois qu'il pourrait t'apporter quelque chose. Toi aussi. » Il y a eu un silence, pas de refus, pas d'adhésion. Juste cette curiosité calme que Beck tentait toujours de dissimuler. La rencontre a lieu dans son studio du Sussex, un lieu que très peu de gens connaissent, et où Beck, depuis des années, se repliait pour fuir le tumulte. Johnny Depp arrive avec une guitare usée, presque trop modeste pour quelqu'un de son statut. Il la tient comme un talisman. « Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'utile à t'apporter, mais je voulais juste jouer un peu, » dit Johnny en posant l'étui contre le mur. Jeff Beck l'observe. Pas la star, pas la figure médiatique, l'homme, fatigué, hésitant. Mais avec un regard d'une lucidité rare, il lui répond simplement « Branche-toi, on verra bien. » Ce n'est pas une scène spectaculaire. Il n'y a pas d'étincelle hollywoodienne, pas de grandes déclarations. Seulement deux hommes qui prennent chacun une guitare, sans programme, sans objectif, comme deux voyageurs perdus qui découvrent qu'ils parlent la même langue. Le premier riff que Johnny joue n'est techniquement pas parfait, mais il porte une intention brute, un instinct de bluesman, presque sauvage. Un son qui n'essaye pas d'impressionner, un son qui dit « je suis là » et j'essaie de tenir. Jeff Beck s'arrête au bout de quelques secondes. « Tu joues comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose », dit-il. Et Johnny répond, sans réfléchir. « Ça ou je me perds ?» Ce moment-là, Beck ne l'a jamais oublié. Parce que, pour la première fois depuis longtemps,
Il a entendu dans la guitare de quelqu'un d'autre une vérité qu'il n'arrivait plus à trouver dans la sienne. Les premières heures se passent presque en silence. Pas de conseils, pas de directives. Jeff Beck accompagne, module. Écoute, Johnny Depp suite, trébuche parfois, puis reprend avec une détermination étonnante. À un moment, Depp lève la tête. Tu veux qu'on s'arrête? Je ne veux pas t'encombrer. Beck sourit. Ce sourire discret qu'il réservait aux moments les plus authentiques. Tu n'encombres rien. Tu réveilles un coin qui dormait. C'est ce jour-là que l'équilibre se renverse. Ce n'était plus la star hollywoodienne cherchant refuge chez le guitariste légendaire, c'était un échange, fragile mais réel, entre deux artistes blessés différemment, mais tous deux touchés par la même fatigue intérieure. Dans les semaines suivantes, Johnny revient souvent, parfois pour 10 minutes, parfois pour 10 heures. Il ne prévient pas toujours. Jeff Beck n'y voit aucune intrusion. Au contraire, la présence de Johnny devient un rythme, une respiration nouvelle dans son quotidien. Les techniciens du studio l'ont raconté plus tard. Quand Johnny arrivait, Jeff se redressait. On voyait son énergie changer, pas spectaculaire, juste plus vivant. Personne ne décrivait cela comme une amitié au début. C'était plus simple, plus pudique. Une cohabitation musicale. Puis un soir, quelque chose bascule. Johnny Depp, après une longue session, pose sa guitare et murmure. On pourrait enregistrer quelque chose, juste pour voir. Jeff Beck incline la tête. Pourquoi pas? À cet instant précis, une idée lancée presque au hasard commence une aventure qui finira sur scène. Dans les studios, dans les journaux et surtout dans la mémoire profonde de Jeff Beck. Pas parce qu'il avait trouvé un collaborateur, mais parce qu'il avait retrouvé un élan, un désir, une impulsion qui lui manquait. Cette rencontre, Jeff Beck ne la raconte pas comme un événement providentiel. Il la raconte comme un moment où deux trajectoires affaiblies ont trouvé un point d'équilibre. Un moment où, sans s'en rendre compte, ils ont rallumé l'un chez l'autre un fragment de lumière. Et ce soir-là, alors que Johnny quitte le studio, Beck lui glisse une phrase inattendue. « Reviens quand tu veux. Je crois qu'on n'a pas fini de parler. » Il ne savait pas encore jusqu'où cette conversation allait les mener. On a souvent dit que Jeff Beck appartenait à une génération de musiciens façonnés par l'instinct, l'audace et une forme de témérité artistique qu'on ne rencontre plus. Les années de gloire, pour lui, n'étaient pas un concept abstrait. Elles avaient l'odeur des amplis brûlants, la fatigue des tournées sans fin, et cette certitude rare que chaque note jouée pouvait être la dernière, donc la plus importante, dans les années 60, puis 70. Beck est l'un de ces prodiges que la presse n'arrivait jamais à enfermer dans une catégorie, passé par les Yardbirds. Il avait laissé derrière lui une trace fulgurante, puis il avait monté le Jeff Beck Group, façonné un son qui, encore aujourd'hui, sert de référence à nombre de guitaristes, Blow by Blow, Wired. Les collaborations avec Jan Hammer. Chaque album portait la marque d'un homme qui refusait les trajectoires rectilignes. Il n'était ni blues pur, ni rock pur, ni jazz fusion assumé. Il était cette interzone vibrante que très peu savaient habiter. Pour Jeff Beck, la gloire n'a jamais été un trône. C'était une pression, une obligation d'inventer. Je n'ai jamais voulu refaire 2 fois le même disque, confiait-il autrefois. Même si ça marche, ça m'ennuie. C'est cette intransigeance artistique qui l'a propulsé au sommet et qui l'a tenu à distance du star system. Il n'avait rien d'une rockstar traditionnelle. Pas de scandale, pas d'excès spectaculaire, pas d'envie de redire au public ce qu'il voulait entendre. Il était l'anti-héros du succès, celui qui surprenait au moment où les autres sécurisaient leurs acquis. Johnny Depp, lui, vivait une autre forme de gloire, une gloire plus vaste, plus aveuglante, plus exigeante. Hollywood ne pardonne ni la fragilité, ni le silence. Et Johnny avait connu un succès si massif qu'il en était devenu presque dévorant. Des dizaines de rôles cultes, des tournées promotionnelles interminables. L'emblématique Jack Sparrow, puis la pression médiatique qui, au fil des ans, avait cessé de s'arrêter à l'écran pour venir s'installer dans sa vie privée. Mais avant tout cela, avant le bruit du monde, Depp était un musicien avorté. Un guitariste qui, à 17 ans, avait choisi le cinéma faute de pouvoir vivre de la musique. C'était sensiblement mon premier amour, disait-il. Et quand il évoquait ses influences Jeff Beck, Keith Richards, Tom Waits, on sentait dans sa voix cette nostalgie d'un chemin qui aurait pu être le sien. C'est peut-être cela qui créa la résonance entre eux. Les années de gloire n'avaient pas la même forme, mais elles avaient laissé les mêmes cicatrices. La suspicion, le doute, l'impression que personne ne comprend ce que coûte réellement la reconnaissance. Lorsque Johnny Depp rejoint Jeff Beck sur scène pour la première fois, en 2016, l'image frappe. 2 mondes qui semblaient être éloignés depuis toujours se retrouvaient soudain côte à côte sous les projecteurs. Les puristes fronçaient parfois les sourcils. Certains médias parlaient d'une curiosité, mais sur scène, le récit était tout autre. Johnny avait quelque chose dans la main droite, quelque chose de brut, de vrai, disait un ancien technicien de Beck. Et Beck lui-même confia un jour à demi-mot, il comprend les silences. Et c'est rare, dans les concerts,
On voyait Beck faire ce qu'il faisait toujours, étirer le son, le déformer, le réinventer, mais on voyait aussi Depp retrouver une place qu'il croyait perdue, celle d'un musicien, un vrai, qui écoute autant qu'il joue. Entre eux, il n'y avait pas de compétition, aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Seulement ce langage musical qu'ils partageaient désormais sans effort. Dans les coulisses, Beck parlait peu, mais les proches le remarquaient. La présence de Johnny réchauffait quelque chose chez lui. Une énergie plus légère, une envie de jouer pour le plaisir, pas pour la performance. Jeff, ces dernières années, semblait apaisé. Comme s'il revenait vers une version plus simple de lui-même, raconte un membre de son entourage. Ce retour à l'essentiel n'enlève rien à l'immensité de sa carrière. Beck restait l'un des guitaristes les plus respectés de tous les temps. Un homme dont la technique défiait toute logique, l'un des rares à pouvoir contrôler un vibrato comme s'il sculptait de l'air. Johnny Depp le disait avec admiration. Il faisait des choses avec une Stratocaster que je ne pensais même pas physiquement possible. Mais derrière la virtuosité, derrière les trophées, derrière les décennies de tournées, Jeff Beck vivait aussi un paradoxe silencieux. Plus son génie était célébré, plus il ressentait la solitude du créateur. Une solitude qu'il avait appris à accepter jusqu'à ce que Johnny vienne, peu à peu, fissurer cette carapace. Les années de gloire des deux hommes n'étaient pas linéaires. Elles étaient pleines de virages, de transformations, de combats intérieurs. Mais c'est dans cette période, alors que chacun croyait avoir connu ses plus hauts sommets, qu'un nouveau chapitre inattendu s'ouvrait. Une collaboration qui ne devait être qu'une parenthèse, et qui deviendra bien plus que cela. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'au milieu de ces triomphes publics se formaient déjà les premières ombres, les premiers malentendus, les premières fractures discrètes, les signes fragiles de ce qui allait venir. Car derrière toute lumière trop forte, il y a toujours un point où l'œil commence à cligner. Ils avaient trouvé un rythme, presque un refuge. Jeff Beck, avec sa précision d'orfèvre, et Johnny Depp, avec cette intensité fébrile qui parfois débordait. Mais alors, quelque chose a commencé à se déplacer lentement, silencieusement, comme ces tensions qui naissent dans les coulisses avant même que les premiers signes ne se voient, les proches s'en souviennent. Au début, tout semblait fluide, les sessions de studio, les tournées, les heures volées à la fatigue. Et puis, pourtant, une pression extérieure, d'abord lointaine, s'est approchée. Johnny Depp était alors au cœur d'une tempête médiatique mondiale. Rien à voir avec la musique, rien à voir avec Beck, mais une tempête, même lorsqu'elle appartient à un seul homme, finit toujours par entr'ouvrir les fenêtres autour. On ne jouait plus dans la même atmosphère. Dira plus tard un technicien, il y avait un bruit qui n'existait pas avant. Jeff Beck, qui avait bâti sa vie sur la discrétion absolue, voyait soudain son studio, ce sanctuaire, devenir un point de fixation pour les curieux, les journalistes, les spéculateurs. Il n'aimait pas cela, pas du tout. Il ne le disait pas, Beck parlait peu, mais son entourage le sentait. La lumière n'était plus la même. Un soir, au Sussex, après une répétition plus courte que d'habitude, Johnny pose sa guitare et dit doucement « Je suis désolé si tout ça déborde chez toi. Je voudrais pas te contaminer. » Le mot est maladroit. Il tombe comme un choc sourd. Beck secoue la tête, mais son silence dure un peu trop longtemps. Il finit par répondre « Ce n'est pas toi, c'est ce qu'on t'envoie dessus. C'est lourd, très lourd. » Johnny acquiesce, les yeux bas. La fissure ne s'est pas ouverte là, mais elle s'est dessinée. Les semaines suivantes deviennent plus instables. Les dates de concert changent. Les contraintes juridiques de Depp s'accumulent, les rumeurs enflant. Les réseaux commentent tout, partout. Ce soir-là, lors d'une réunion improvisée, quelqu'un suggère qu'il serait prudent de réduire la présence de Johnny sur certaines dates. Pas pour des raisons musicales jamais, mais pour éviter que le public ne projette autre chose que la musique. Jeff Beck réagit sèchement. On ne fait pas ça ici. Pas dans mon groupe, mais le doute est planté. Un doute sur l'avenir de la tournée. Un doute sur l'impact du monde extérieur. Johnny, Louis, sans qu'il devienne une distraction involontaire. Je ne veux pas te coûter des concerts. Confie-t-il un jour? Jeff répond. Tu ne m'en coûtes pas. Tu me ramènes quelque chose, mais encore une fois, les mots n'arrivent pas à colmater ce qui, déjà, se fissure. Puis il y a eu les différences de rythme. Beck travaillait comme un artisan, précis, presque religieux. 1 heure égalait 1 heure. Un accord égalait un engagement. Johnny, dans ces mois troublés, oscillait entre lucidité et épuisement, entre disponibilité totale et défection soudaine, contrainte par ses affaires personnelles. Personne ne le lui reprochait frontalement, mais le contraste s'aggravait. Un membre de l'équipe raconte « Jeff n'a jamais aimé l'imprévu. Et là, il y en avait trop d'annulations, trop de détours, trop de téléphones qui sonnaient. Leur complicité musicale, elle, restait intacte. Sur scène, rien ne craquait, rien. Mais en dehors, la structure commençait à trembler. Il y eut aussi ce soir étrange.
presque suspendu, une session tardive. Beck joue un motif délicat, quelque chose d'inachevé, comme une phrase qu'il cherche encore. Johnny l'écoute, attentif, puis il propose une variation, un contre-champ. Beck s'arrête net. Non, pas comme ça, c'est dit sans agressivité, mais avec une froideur inhabituelle. Johnny reste immobile. D'accord, recommence. Ils reprennent, mais la fluidité n'y est plus. C'est comme si les cordes avaient perdu un peu de leur respiration commune. Après quelques minutes, Beck pose sa guitare et dit simplement « On s'arrête là, pas d'un mot de plus ». Une fin abrupte, lourde, une première vraie fracture. Dans l'entourage, on chuchotait. Certains disent que Beck craignait que la collaboration ne devienne polluée par l'affaire médiatique. D'autres affirment qu'il avait peur pour Johnny, qu'il voyait un homme en train de se battre contre un cyclone trop grand. Et d'autres encore pensent que Beck, perfectionniste absolu, avait du mal à supporter la moindre instabilité dans sa sphère créative. La vérité, probablement, était plus simple et plus humaine. Ils s'étaient trop approchés l'un de l'autre dans une période où chacun portait déjà ses propres blessures. Et ces blessures, parfois, se frôlent, puis s'entrechoquent. Ce n'était pas une rupture, pas encore, mais c'était un moment où ils ont commencé à marcher chacun avec un pas légèrement différent, un souffle légèrement décalé, et le lien musical, si puissant quelques mois plus tôt, commençait à vibrer autrement, moins libre, moins instinctif. Les fissures ne détruisent pas tout d'un coup, elles annoncent seulement que quelque chose, quelque part, doit être dit autour, mais pas ignoré. Il y a toujours un moment où le poids devient trop lourd, même pour des hommes qui ont passé leur vie à tenir debout sur des scènes vacillantes. Pour Jeff Beck comme pour Johnny Depp, ce moment est arrivé sans fracas, sans cris, sans porte qui claque. Il est arrivé comme arrivent les crises les plus douloureuses, par une succession de silences. Mais alors, les choses ont cessé de suivre leur cours habituel. Johnny ne venait plus aussi souvent. Jeff, Louis, ne demandait rien. De fierté, de pudeur, de solitude, qui commencèrent à s'ignorer sans même s'en rendre compte. La crise n'a pas éclaté d'un seul coup. Elle s'est installée, patiemment. Ce fut d'abord une date annulée, puis un long message laissé sans réponse. Johnny traversait alors le sommet de sa tourmente judiciaire. L'affaire retentissait partout sur la planète. Tout ce qui le concernait devenait matière à polémique. Les journalistes fouillaient, épiaillent, disséquaient. Il n'y avait plus de distinction entre sa vie et le spectacle qu'on en faisait. Jeff, Louis, observait cela avec une incompréhension profonde. Non pas parce qu'il ne saisissait pas l'enjeu, mais parce qu'il n'avait jamais appartenu à ce monde du bruit permanent. Il disait simplement « Je n'ai jamais su vivre entouré de micros ». De sa maison du Sussex, il voyait Johnny se débattre sous une avalanche d'opinions, de procès, de jugements hâtifs, et il se sentait impuissant, vraiment impuissant. Puis vient cette soirée, la soirée dont tous les proches parlent. Une réunion de travail prévue de longue date. Johnny devait venir. Il ne viendra pas. À la place, un message bref, presque étouffé. « Je suis désolé. Jeff, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Pas dans cet état. » Beck lit le message plusieurs fois. Il ne répond pas par colère, par fatigue. Il aurait pu dire « Repose-toi ». Oh, je comprends, mais il ne dit rien. Et ce silence-là, pour Johnny, devient un mur. Le lendemain, Beck confie à un proche « Je ne veux pas être un poids supplémentaire pour lui. » Un poids, oui, s'il vient ici pour s'échapper, mais qu'il n'y arrive plus, alors je ne peux pas lui demander davantage. C'est cette phrase qui marque le début de la véritable rupture. Non pas une rupture d'amitié, cela. Aucun d'eux ne l'aurait formulé, mais une rupture de rythme, de confiance instinctive, de disponibilité mutuelle. Lorsque finalement Johnny réapparaît, plusieurs semaines plus tard, il arrive dans un état d'épuisement manifeste. Il s'assoit, il ne joue pas. Jeff le regarde longuement. « Tu veux parler ?» demande Beck. Voix basse, Johnny hésite, puis laisse tomber. « Je ne sais plus qui je suis, Jeff, et je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. » C'est une confession lourde, un aveu brut. Un homme au bord du précipice. Beck inspire profondément. Il voudrait dire quelque chose pour alléger cette tension, mais les mots ne viennent pas. Il finit par murmurer « Alors repose-toi ». Johnny baisse les yeux. Il a compris, peut-être trop vite. Dans les semaines qui suivent, Jeff Beck retrouve une solitude étrange. Ce n'est pas celle qu'il avait connue avant Johnny. C'est une solitude plus dense, comme si quelque chose de précieux avait été suspendu, mis en pause, sans qu'on sache si cela reviendra. La presse, elle, continue de faire son œuvre. Chaque apparition publique de Depp est disséquée. Chaque silence devient suspect. Et Jeff Beck, bien qu'il ne le montre pas, en souffre, non pas à cause du scandale lui-même, mais parce que la musique qu'ils avaient créée ensemble se retrouve contaminée par un récit qui n'était pas le leur. Un collaborateur raconte « Jeff n'aimait pas que son art soit mélangé à la rumeur. Pour lui, chaque note devait rester pure. Là, ce n'était plus possible. Le point de rupture définitif reste difficile à dater. Ce n'est ni une dispute, ni un désaccord musical. C'est un effritement.
lente, progressif. Un jour, Johnny propose une nouvelle idée de morceau. Jeff l'écoute, hoche la tête, mais ne réagit pas vraiment. Il dit « Je ne suis pas dedans. » Johnny, pas aujourd'hui. Johnny répond doucement « Je comprends. C'était peut-être cela, la vraie crise. » Deux hommes qui s'aimaient profondément à travers la musique, mais qui n'arrivaient plus à se rejoindre. Quand la tournée est réorganisée sans la présence systématique de Depp, personne ne l'annonce clairement. C'est un glissement, un ajustement qui parle à la place d'eux. Johnny, malgré tout, garde une admiration intacte pour Beck. Et Beck, Louis, continue de défendre Johnny lorsque quelqu'un ose parler de lui avec mépris, mais ils sont désormais séparés par des tempêtes que la musique, cette fois-ci, n'a pas pu absorber. La crise ne les a pas détruits. Elle les a seulement placés, chacun dans un espace différent. Un espace où l'autre restait important, mais trop loin pour être retrouvé immédiatement. La rupture n'était pas une fin, c'était une pause imposée par la vie. Une pause où tout ce qui avait été dit et tout ce qui ne l'avait pas été resté suspendu, en attente. Après la tempête, il reste toujours une forme de calme étrange. Pas le calme apaisé que l'on espère, mais celui plus fragile qui survient quand les forces se sont épuisées. Pour Jeff Beck comme pour Johnny Depp, ce silence-là a duré plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Quand les crises judiciaires s'atténuent enfin autour de Johnny, c'est un homme vidé que ses proches retrouvent. Il avait cette façon de respirer comme si chaque inspiration lui coûtait un effort. Raconte un ami, il recommence à jouer dans de petites pièces, souvent seul, parfois avec 2 ou 3 musiciens fidèles. La guitare devient de nouveau un refuge, mais un refuge qu'il occupe prudemment comme quelqu'un qui a connu un effondrement et qui teste désormais le sol sous ses pieds. Pendant ce temps, Jeff Beck poursuit ses projets avec la même minutie d'artisan. Il enregistre, prépare des concerts, perfectionne des arrangements. Il ne parle pas de Johnny, pas par rejet, par respect. Peut-être, Jeff n'était pas du genre à commenter la vie des autres. Il savait ce que c'était que de traverser des périodes où il vaut mieux se taire, confie un ingénieur du son. Et puis un jour, presque par hasard, les deux hommes se retrouvent à discuter au téléphone. Johnny appelle le premier. La voix est hésitante. « Jeff, je voulais juste savoir comment tu allais. » Une longue pause. Puis Beck répond « Je vais bien. Et toi ?» Cette simplicité, dénuée de reproches, crée un espace nouveau. Ni explication, ni retour en arrière, juste une reprise de contact. Sobre, presque minimaliste. Il ne parle pas de musique. Pas encore. Il parle d'épuisement, de reconstruction, de sommeil qui revient lentement. Johnny dit « Je réapprends à tenir une journée entière sans vaciller. » Et Beck écoute. Vraiment, quelques mois plus tard, Johnny se rend à l'un des concerts de Jeff, incognito. Au milieu d'un public qui ne s'attend à rien, il reste au fond. Casquette basse, silhouette discrète. Lorsqu'il raconte ce moment plus tard, il dira seulement « J'avais besoin de me souvenir de ce que je devais à cet homme, de ce que sa musique avait fait pour moi. » Beck, Louis, ne sait pas qu'il est là. Mais après le concert, on lui montre une photo furtive prise par un spectateur. Il reconnaît Johnny immédiatement. Il ne dit rien, il sourit, un sourire court, imperceptible, mais chargé d'une émotion qu'il ne formalisera jamais. Ce n'est pas un retour spectaculaire, il n'y a pas de conférence de presse, pas de grande annonce, seulement des gestes minuscules. Un message envoyé tard dans la nuit. Ce que tu joues sur Cause We've Ended as Lovers, c'est magnifique. Un appel bref, juste pour dire « J'ai pensé à toi en travaillant sur un arrangement » et un jour, cette phrase inattendue de Beck. Tu sais, tu peux passer si tu veux. Rien de compliqué. Juste jouer un peu. C'était tout ce qu'il avait à offrir. Mais c'était immense. Johnny viendra quelques semaines plus tard, avec la même guitare usée qu'il avait apportée la première fois. Beck l'accueille d'un simple hochement de tête. Pas de discours, pas d'excuses. Les premières notes hésitent, puis se stabilisent. Puis respirent. « Ça m'avait manqué », murmure Johnny. Beck répond « À moi aussi ». C'est à cette époque que Jeff Beck commence à parler plus librement de la musique comme d'une force réparatrice. Dans une interview discrète, loin du tumulte, il lâche une phrase qui étonne même le journaliste. La musique, parfois, c'est la seule chose qui reste quand tout s'effondre autour. Le journaliste lui demande s'il parle de lui ou de quelqu'un d'autre. Beck sourit légèrement. « Je parle de nous tous. » Johnny, Louis, retrouve peu à peu une forme d'équilibre. Ses apparitions se font plus mesurées, ses gestes plus sûrs. Il recommence à écrire, à composer, à imaginer de nouveaux morceaux. Il dit à un ami « Jeff m'a appris que la musique n'est pas là pour nous sauver, mais pour nous rappeler qu'on peut encore sentir quelque chose. » Quand la saison suivante de concert s'annonce, une question flotte dans l'air. Johnny reviendra-t-il sur scène avec lui? Certains fans l'espèrent, d'autres redoutent un retour trop précoce. Mais Beck,
prudente, ne pousse rien. Il dit simplement, s'il veut jouer, il jouera. Sinon, la porte reste ouverte, ce n'est ni un adieu, ni un nouveau départ. C'est ce moment suspendu où deux artistes, l'un sortant d'une tempête médiatique, l'autre avançant avec la sagesse de l'âge, apprennent à reconstruire un lien sans le forcer, un lien plus discret, plus humble, plus vrai. Après la tempête, il ne restait ni triomphe ni amertume, seulement deux hommes qui tentaient, chacun à leur manière, de reprendre souffle. Il arrive un âge où l'on ne peut plus se cacher derrière les pudeurs qui ont longtemps tenu lieu d'armure. Jeff Beck, Louis, n'a jamais été un homme de confidence. Il parlait par la musique, par les nuances, par ses notes suspendues qui en disaient plus que n'importe quel discours. Mais alors que les années se resserrent autour de lui, il comprend qu'il reste quelque chose à dire. Quelque chose qu'il n'a jamais formulé. Quelque chose qu'il doit, cette fois, mettre en mots lors d'une interview enregistrée en privé sans caméra, sans éclairage. Juste un micro posé entre lui et le journaliste Beck s'interrompt à plusieurs reprises avant d'oser prononcer ce qui le traverse. Il respire lentement, comme si chaque phrase lui coûtait, puis il murmure « Je crois que Johnny m'a ramené là où je pensais ne plus pouvoir revenir. » Le journaliste hésite. Il connaît Beck, laconique, insaisissable. Allergique à l'emphase, il demande doucement « Vous parlez de la scène, de la créativité ?» Beck secoue la tête. « Non, je parle de quelque chose de plus intime. Une longue pause. Une de ces pauses qui ouvrent un espace où l'on sent qu'une vérité se prépare. À ce moment-là de ma vie, je n'avais plus vraiment d'élan. J'avais encore la technique, les idées. Oui, mais pas l'élan. Johnny, Louis, est arrivé avec une urgence, une nécessité. Et cette nécessité, je l'ai reconnue. Le journaliste ne touche plus à son carnet. Il laisse Beck aller à son rythme. Vous savez, quand quelqu'un traverse une tempête, il porte dans sa manière de jouer une sorte de tremblement. J'ai entendu ce tremblement et il hésite, cherche ses mots. Et j'ai compris que je n'étais pas complètement éteint, parce que je pouvais encore répondre à quelqu'un, je pouvais encore être utile. Ce mot « utile », il le prononce avec une fragilité presque enfantine. Dans ce même entretien, Beck raconte un épisode que personne ne connaissait. Un épisode simple, mais déterminant. Un soir, Johnny lui envoie un enregistrement. Un riff enregistré sur un téléphone, avec un son imparfait, hésitant. Jeff Beck, seul dans son salon, écoute plusieurs fois, puis il enregistre une réponse, un contre-champ, une variation légère, presque une caresse musicale, et à la fin, il dit seulement « Continuez, je suis là ». Le journaliste lui demande « Pourquoi ce message ?» Beck sourit tristement. Parce qu'il en avait besoin. Et parce que, moi aussi, c'était la première fois qu'ils reconnaissaient publiquement cette dépendance mutuelle, cette respiration qu'ils avaient partagée, pas une dépendance toxique, pas une fusion, non, une circulation d'énergie. Rare, précise, presque thérapeutique. Puis vient la révélation la plus inattendue, celle que Beck n'avait jamais dite, celle qui, même pour ses proches, restera comme un choc doux. Il regarde le journaliste droit dans les yeux et déclare « Vous savez, la musique que j'ai faite avec lui, dans ces moments-là, c'est ce qui m'a sauvé d'une lassitude que je ne voulais avouer à personne. » Le journaliste s'immobilise, il répète doucement. « Sauvé !» Beck conforme. « Oui, sauvé, mais pas de manière spectaculaire. Sauvé de l'érosion, de ce glissement lent vers une forme de fatigue de soi-même. Johnny m'a ramené une envie faite d'imperfection, de surprise, de vulnérabilité, une envie que j'avais perdue, une autre pause. Puis, plus bas encore. Il m'a offert quelque chose sans le savoir. Il m'a offert du vivant. » Quand l'entretien se termine, Beck reste quelques secondes silencieux. On entend ses doigts frôler machinalement le bord d'une table, comme s'il cherchait une corde imaginaire. Puis il ajoute, presque pour lui-même, « Ce que j'avais eu, je devais le dire. Pour lui, pour moi, pour ce que la musique a fait entre nous. » Cette confession, Beck ne la répétera jamais en public, mais elle marquera un tournant. Elle marquera le moment où l'homme acceptait enfin de nommer ce lien musical qui avait dépassé la simple collaboration, car au fond, la véritable révélation n'était pas que Johnny Depp l'avait aidé. La véritable révélation était que Jeff Beck, malgré son génie, malgré ses décennies de maîtrise, malgré l'auréole légendaire de son nom, avait lui aussi connu un âge où il avait eu besoin d'être rattrapé, et Johnny, dans sa fragilité, dans son chaos, dans sa vérité blessée, l'avait rattrapé sans jamais le savoir. Cette vérité-là, Jeff Beck la formule dans une dernière phrase, presque effacée, mais qui porte toute la densité de ce qu'il n'avait jamais dit. Ce que Johnny a fait pour moi, ce n'était pas de la musique, c'était un souffle, et ce souffle a changé quelque chose en moi. Pour toujours, c'était sa révélation. Simple, muet, irrévocable. Il y a des histoires qui ne se referment jamais vraiment. Elle se dépose simplement quelque part, dans une zone calme de la mémoire, et continue de vibrer à bas bruit. Celle de Jeff Beck et de Johnny Depp appartient à cette catégorie-là. Une histoire discrète, pudique,
faite de musique et de silence, de gestes minuscules qui ont compté davantage que les éclats. Après la révélation, rien n'a changé brutalement entre eux. Il n'y a pas eu de renaissance spectaculaire, ni de grande réconciliation filmée, seulement une compréhension nouvelle. Parfois, ce que la vie brise, elle ne le répare pas, elle le transforme. Jeff Beck, dans ces derniers mois, avançait avec une lucidité tranquille. Il continuait de jouer, de travailler, de chercher, toujours chercher. Et Johnny Depp, lui, retrouvait peu à peu cette solidité intérieure qu'il croyait perdue. Les concerts qu'ils partageront à nouveau, plus tard, prendront alors une saveur différente, moins urgente, moins désespérée, plus sereine. On s'est retrouvés autrement, dira Johnny un jour, pas comme avant, pas avec la même intensité, mais avec une gratitude silencieuse, presque fraternelle. Les proches de Beck racontent que, dans ces derniers temps, il évoquait souvent Johnny d'une manière à la fois simple et profonde. Johnny, oui, c'est quelqu'un de vrai, disait-il. Juste cela. Et dans sa voix, on entendait moins la nostalgie que la reconnaissance. La reconnaissance d'avoir rencontré un être humain qui, malgré tous les chaos, avait réveillé chez lui une part qu'il croyait éteinte. Johnny, de son côté, gardera toujours une forme de dette morale. Non pas une dette à régler, mais une dette d'âme. Jeff m'a donné un abri quand tout s'effondrait, confiera-t-il. Et ces mots, eux aussi, resteront suspendus dans un espace où le bruit du monde n'a pas accès. Lorsque Jeff Beck s'éteint en 2023, la nouvelle traverse la planète comme une onde muette. Les hommages affluent, les musiciens parlant de son génie, de son phrasé unique, de ce vibrato qu'aucun autre guitariste n'a jamais réussi à imiter. Et au milieu de tout ce qui est témoignage, Johnny Depp reste un long moment silencieux. Il n'écrit rien tout de suite. Il n'apparaît nulle part. Il disparaît même des réseaux pendant plusieurs jours. Un ami proche raconte « Johnny était effondré. Il savait que Jeff n'était pas seulement un mentor. Il faisait partie des rares personnes qui avaient vu sa douleur et qui n'avaient pas reculé. » Quelques jours plus tard, Depp finit par dire, presque en chuchotant, « Jeff m'a appris à respirer à nouveau. C'est le seul hommage qu'il fera. Brut, dépouillé. Vrai, la musique, elle, continue. » Les morceaux qu'ils ont joués ensemble existent encore, quelque part entre deux mondes, celui de la scène et celui de la confidence. On y entend la virtuosité souveraine de Beck, mais aussi cette imperfection vivante apportée par Johnny, ce grain de présence humaine qui rend les duos uniques, impossibles à reproduire. Avec le temps, les fans chercheront des explications, une amitié, une thérapie mutuelle, une alliance improbable. Mais les étiquettes n'expliquent rien. Ce qu'il y a eu entre eux était d'un autre ordre, un échange de souffles, une espèce d'accord intérieur que seuls deux artistes usés peuvent reconnaître. Ils n'étaient ni sauveurs, ni victimes, ni maîtres, ni disciples. Ils étaient deux hommes qui, dans un moment de fragilité partagée, s'étaient trouvés. Aujourd'hui, il reste peu de traces visibles. Un riff envoyé par message, un rire capté hors micro, une main posée sur une épaule. Une seule fois, et au fond d'une maison du Sussex, un étui de guitare que personne n'a jamais rangé. Sur une table en bois, il reste aussi une photo. Rien d'extraordinaire, juste Jeff Beck et Johnny Depp. Assis côte à côte, leurs guitares posées à leurs pieds. Ils ne regardent pas l'objectif. Ils regardent quelque chose hors champ. Peut-être un morceau qu'ils viennent d'inventer. Peut-être un souvenir qui passe. La photo, elle, ne dit rien, et le temps non plus, mais la musique, elle, continue de parler. Toujours.